Bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour Isabelle. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas assisté à la première session, je vous souhaite la bienvenue d'abord parmi nous. Et puis je vous rappelle que cet événement se place dans le cadre du sommet IA qui se place en France et qui va réunir un grand nombre de politiciens, entreprises, sociétés civiles et autres pendant les jours qui suivent. Et donc, nous nous sommes dit que dans ce cadre, c'était l'occasion de vous permettre de voir des gens s'exprimer de manière rationnelle sur l'IA, parce que ce sont ceux qui travaillent tous les jours et qui en font les merveilles et ce qui va se passer demain. Et donc, qui sommes-nous? Eh bien, d'abord, les Entretiens d'Excellence, que vous devez connaître, puisque c'est une association qui existe depuis 18 ans et qui organise pas mal de manifestations pour aider les collégiens et les lycéens à découvrir les métiers, à s'orienter. France Digital, qui est une association de plus de 1000 participants, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes d'Europe, qui réunit des startups de ce qu'on appelle la tech, la deep tech, et puis des fonds d'investissement et aussi quelques académiques, donc des gens du monde de la recherche. Et puis Prairie PSAI, qui est l'un des grands instituts français en IA, qui est porté par l'université PSL et que je représente aujourd'hui. Et donc pour cette séquence, nous avons la chance d'accueillir Antoine Borde, qui est d'une entreprise dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler dans les lycées, qui s'appelle Helsing, mais vous entendrez sûrement parler dans votre vie, et à qui je vais d'abord demander de bien vouloir raconter son parcours, puisqu'il a été assez riche. Ouais. Oui, bonjour Isabelle, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, je m'appelle Antoine Borde et je travaille actuellement dans une entreprise qui s'appelle Helsing. Helsing est une entreprise européenne qui est fondée entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni et qui est une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle pour la défense. Et donc je vais y revenir un petit peu dans ma présentation après, évidemment, pour vous raconter ça. Mais avant ça, effectivement, j'ai fait plusieurs choses. Donc j'ai fait une école d'ingénieur à l'ESPCI à Paris, une école de physique d'ailleurs, qui était pas, il n'y avait pas encore vraiment d'école d'IA à l'époque, c'était quand même il y a quelques temps, qui fait partie de PSL d'ailleurs, mais PSL n'existait pas à l'époque non plus. Le SPCI, puis ensuite j'ai fait une thèse en intelligence artificielle à Sorbonne Université. Et c'est là où tout s'est accéléré. J'ai commencé par rejoindre le CNRS, où j'ai donc été chercheur académique au CNRS. J'étais à l'Université de technologie de Compiègne pendant 3 ans, où j'ai fait donc la recherche fondamentale dans le domaine public pendant 3 ans. Et après ça, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le laboratoire FAIR, qui est le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook, avec Yann Lequin, par exemple, que vous avez déjà eu dans un entretien, je crois, ou qui a fait un entretien hier. Donc, il sera mercredi prochain. Mercredi prochain. Voilà, ben vous l'aurez après. Donc Yann Lequin a été mon patron et mon collègue pendant 9 ans, où j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec lui, entre New York et Paris. Donc beaucoup de choses s'est passé en IA pendant les 10 dernières années, je vais peut-être y revenir. Et après, donc depuis 2 ans, effectivement, j'ai rejoint Helsing, qui est une entreprise donc elle européenne, pas américaine, et avec un focus qui est plus sur la défense. Et je pourrais aussi revenir sur pourquoi j'ai fait ce choix, si vous êtes curieux. Merci beaucoup. Alors effectivement, on voyait déjà qu'on peut faire des allers-retours. Ah, pour l'instant qu'un aller, mais peut-être un retour un jour Ouais. entre le public et le privé, qu'on peut commencer en physique et faire de l'IA après. Donc, c'est des questions qui ont été un peu posées juste avant sur le fait qu'on pouvait avoir des mouvements. Et puis, oui, la défense, c'est un domaine, enfin, c'est une industrie qui est quand même assez ancienne, assez classique, avec des codes. C'est plutôt de la grosse industrie. Quand on veut construire un porte-avions, il faut s'y prendre 30 ans à l'avance. C'est pas tout à fait ce qu'on a dans l'idée quand on parle d'IA. Et donc, c'est très intéressant de t'avoir aujourd'hui pour que tu nous expliques qu'est-ce qui a changé, comment l'IA révolutionne ce monde, à la Ouais. fois peut-être dans la technologie et dans la manière de l'appréhender. Exactement. Donc, je vais faire une petite présentation de 10-15 minutes avec quelques clés. Et ensuite, évidemment, j'aimerais avoir vos questions, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment l'intelligence artificielle transforme la défense aujourd'hui. Et on va essayer de voir avec les slides. Donc, est-ce que vous passez au prochain slide, s'il vous plaît? Parfait. Donc, en fait, moi, je pense que ce qui est important, c'est quand on essaie toujours de regarder où on en est et de regarder où on va aller, que ce soit l'intelligence artificielle en général ou dans la défense en particulier, c'est toujours un petit peu intéressant de regarder les tendances et comment on en est arrivé là.
petit peu. Effectivement, il y a le sommet de l'IA en ce moment qui commence lundi, mardi. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'investissements, beaucoup de bruit. En fait, évidemment, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Et il y a eu beaucoup de travaux fondateurs depuis 50, 60 ans, mais il y a eu une accélération dans la dernière décennie et je voulais juste la résumer en 3 moments très rapides. Donc, le premier moment qui a été fondateur, c'est ce qu'on appelle les GPU, les Graphical Processing Units, qui est fabriqué par NVIDIA en particulier. Et pourquoi c'est le premier moment fondateur? Puisque c'est la première fois, en fait, ces cartes, ces processeurs spécifiques ont été utilisés pour apprendre un type de modèle d'IA qu'on appelle les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sont une technologie assez ancienne, qui date des années 80, et dont Yann Lequin, qui parle la semaine prochaine, est un des pionniers. Mais ces réseaux de neurones étaient là depuis longtemps, mais en fait, en 2012, on a réussi à les mettre sur ces cartes graphiques pour les apprendre, et c'est la première fois où on a vraiment vu ce qu'ils étaient capables de faire. Et donc, ça a été, je dirais, le premier moment. Et en 2012, l'enjeu a été qu'on était capable de classifier des images. Donc, on donnait une image comme l'image de gauche, on était capable de dire que c'était une statue. D'accord? Ça a déjà été un grand moment. Et c'est ce qui a créé la création de nouvelles entreprises ou de nouveaux laboratoires, comme le laboratoire FAIR que j'ai rejoint, qui a été créé en 2013, comme le laboratoire DeepMind, qui a été créé en 2012, dont Joël Maral fait partie, comme OpenAI, qui a été créé un petit peu plus tard, mais qui a été aussi lié à ce moment-là. Le deuxième moment que je mets en 2018, c'est effectivement Self-Supervised Pre-Training. En fait, c'est un mot un petit peu barbare, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est la première fois, encore une fois, c'était des concepts anciens, mais c'est la première fois qu'on a vraiment réussi à faire apprendre des données, des machines, pardon, des algorithmes, sans avoir accès aux étiquettes, sans avoir accès aux données. C'est-à-dire qu'en gros, on peut leur donner des données brutes, juste des images ou juste du texte, et la machine est capable par elle-même de comprendre la manière dont les données sont organisées. L'avantage de faire ça, c'est que ça permet d'apprendre avec beaucoup plus de données, puisqu'il y a beaucoup de données qui sont disponibles sur Internet en particulier et qui ne sont pas étiquetées ou classifiées. Et après, quand on fait ce pré-entraînement avec tous ces ensembles de données, après, on peut faire ce qu'on appelle un fine-tuning supervisé, donc vraiment apprendre la machine à faire une tâche spécifique, mais elle a déjà été pré-apprise sur des grandes quantités de données. Là, je donne l'exemple pour la vision. Est-ce que, Antoine, je peux t'interrompre pour te demander, est-ce que tu veux dire que entre 2012 et 2018, ça veut dire que quand tu dis que l'image de statue était reconnue, avant, il avait fallu qu'on montre beaucoup de statues en disant que c'était des statues? Exactement, merci Isabelle, tout à fait. Donc en fait, avant l'apprentissage auto-supervisé ou self-supervised, comme j'ai marqué là, c'était de l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé veut dire qu'il faut donner à la machine des exemples très spécifiques de ce qu'elle doit faire. Donc si on veut apprendre une machine qui est capable de classifier des statues, il va lui falloir lui donner des milliers ou des dizaines de milliers d'exemples d'images sur lesquelles on a marqué statue, 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 statue. C'est très coûteux, c'est très long à faire et c'est aussi très limité, puisque si on regarde l'image de gauche, on dit que c'est une statue, mais on peut dire aussi que c'est de la pierre, on peut dire que c'est à l'extérieur, on peut dire que c'est des arbres, on peut donner le nom du sculpteur, etc. Donc en fait, il y a aussi toute cette notion de biais qu'on rajoute en fait quand on fait l'étiquetage, puisqu'en fait, on va donner un biais là-dessus. Donc voilà, l'apprentissage auto-supervisé a permis de casser ce carcan et d'apprendre sans données. En image, par exemple, là, si on regarde sur l'image du milieu, ça veut dire que des machines, sans qu'on leur donne aucune autre indication que les images, elles sont capables de trouver ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire les ensembles de pixels de l'image qui vont ensemble. Et donc là, on voit qu'en jaune, eh bien, la machine a trouvé automatiquement que c'est des pixels qui vont ensemble. Et effectivement, si on veut commencer à reconnaître des statues, maintenant, on va aussi devoir étiqueter, mais on va aller beaucoup plus vite, puisqu'on va donner à la machine des images comme ça, on va dire tout ce qui est jaune, c'est des statues. Et en fait, là, on avait besoin de milliers d'exemples avant. Et bien là, peut-être qu'on en a juste besoin de quelques dizaines. Et donc, on gagne beaucoup de temps. Voilà. Ça, je le donne pour les images. Vous avez sûrement suivi ChatGPT ou le chat Mistral, etc. C'est la même méthode. Tous ces modèles sont appris sur du texte avant qu'ils soient étiquetés. Voilà. Et la dernière révolution dont évidemment, je pense que vous êtes familier, c'est l'IA générative, qui est arrivée, encore une fois, ces algorithmes assez anciens, mais qui ont commencé à vraiment marcher à partir de 2022, à peu près. Et donc là, évidemment, si on peut avoir ce next slide, on leur donne une légende, et c'est une prompt, et on arrive à générer des images. Voilà. Donc ça, c'est évidemment, c'est beaucoup de l'excitation actuelle est faite par l'IA générative, mais il faut revenir un petit peu en arrière pour voir qu'en fait, toutes les IA génératives est apprises de façon auto-supervisée sur des GPU. D'accord? Donc on construit au fur et à mesure. Et je pense que dans la science et dans la technologie en général, on est toujours en train de s'appuyer, ce qu'on dit souvent, sur les épaules des géants. On s'appuie toujours sur les travaux précédents. Et donc dans la dernière décennie, il y a eu quand même ces briques assez fondamentales qui se sont ajoutées. Voilà.
Alors, pour aller à la défense, est-ce qu'on peut aller au prochain slide? Évidemment, par exemple, pour la défense, donc c'est une industrie qui est très spécifique, pour laquelle évidemment les enjeux sont énormes et la qualité de tous les systèmes qui doivent être mis en place doit être extrême, puisqu'évidemment c'est utilisé pour des tâches qui sont extrêmement critiques, par des gens qui sont extrêmement entraînés, etc. Donc quand on parle d'IA générative, par exemple pour la défense, on va être on va faire très attention, puisque encore une fois, il y a encore des problèmes de fiabilité de l'IA générative et des problèmes de robustesse sur lesquels on pourra revenir. Mais par exemple, une application très concrète de ce qu'on peut faire avec de l'IA générative aujourd'hui dans la défense, c'est pour tester les méthodes. Donc, si on a une méthode qui doit apprendre à se défendre contre des attaques de drones sur un porte-avions, d'accord, c'est des choses qui sont des sujets qui sont très importants actuellement. Si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a des enjeux d'attaque de drones sur des porte-avions, mais plus des porte-containers, etc. C'est des choses qui sont actuellement problématiques, en particulier dans la mer Rouge. Eh bien, les armées doivent s'équiper pour ces nouveaux types de menaces, puisque les attaques de drones sur les bateaux, c'est quelque chose qui, il y a 3 ans, n'existait pas. Il y a 1 an, était envisageable, maintenant, ça devient fréquent. Eh bien, pour être capable de se projeter dans à quoi ça va ressembler, quels seraient les types de menaces, est-ce que nos méthodes sont capables de s'adapter à ça? Eh bien, en fait, on peut utiliser l'IA générative pour générer des scénarios, pour générer des images, pour générer des vidéos, pour tester les algorithmes, pour tester les méthodes. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez concret. Mais l'IA générative n'est pas encore dans les systèmes qui sont déployés dans ce champ. Elle sert plutôt en amont pour tester les méthodes. Prochain slide. Voilà. Et l'avantage de l'IA générative, évidemment, c'est qu'on peut générer une image, on peut en générer 4, on peut en générer 1000. C'est très pratique. On peut générer plusieurs points de vue, etc. Pourquoi est-ce que l'IA est aujourd'hui en train de faire un bond dans la défense et pourquoi c'est si critique pour la défense aujourd'hui, et en particulier, je pense que pour l'Europe, de maîtriser l'IA de défense, et c'est aussi pour ça qu'on a créé Helsing, c'est parce qu'en fait, il faut se réaliser que dans la défense, il y a énormément d'engins extrêmement perfectionnés, des radars, des caméras qui peuvent voir à 15 km dans la nuit, des images satellites qui font des téraoctets chaque image, des sonars qui peuvent entendre à des dizaines et des centaines de kilomètres. Donc, c'est vraiment des choses extrêmement, extrêmement perfectionnées. Et ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Okay, il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont générées en temps réel sur les champs de bataille ou qui sont générées de manière plus générale pour faire de la surveillance de câbles sous-marins, pour faire de la surveillance des ports, des bases, etc. Voilà. Et en fait, on est maintenant dans un moment où qui est capable de gérer les données le premier, qui peut avoir une compréhension des données avant l'adversaire, va avoir un avantage. Puisqu'en fait, en gros, pour schématiser, si je te vois avant que tu me vois, j'ai un avantage. Soit je m'en vais, soit j'agis, soit je fais quelque chose. Donc, et les données permettent de voir. Et actuellement, on est dans un moment où on a créé beaucoup de méthodes qui sont capables de collecter beaucoup de données, de générer beaucoup de données. Mais maintenant, on doit monter en compétence pour créer des algorithmes et des méthodes qui sont capables d'apprendre sur ces données et de les comprendre. Voilà. Si j'ai des énormes vidéos qui font des millions et des millions de pixels pendant des heures et des heures, pour l'instant, c'est beaucoup d'humains qui doivent regarder ces vidéos et qui cherchent comme une aiguille dans une meule de foin s'il y a quelque chose de spécifique. Si un algorithme peut les aider à trouver ce qu'il faut faire, évidemment, ils vont gagner du temps. S'ils gagnent du temps, ils gagnent un avantage. C'est un peu un parallèle. Je pense que Joël a parlé un petit peu des applications en imagerie médicale. On va essayer de trouver potentiellement des cellules ou des choses qui sont problématiques dans des images. Et bien, en fait, dans des images satellites pour des reconnaissances de cibles ou d'événements importants dans la défense, c'est un peu le même type de problème. Voilà. Donc, en fait, on est dans ce moment-là où les données sont là et il faut être capable de les gérer le premier. Prochain slide. Voilà. Et en fait, l'enjeu dans la défense, c'est que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Donc, en fait, à gauche, quand on va dire j'ai envie d'avoir une méthode qui est capable de détecter un tank, à gauche, c'est ce qu'on va trouver dans les datasets ou les ensembles de données classiques, les ensembles de données qui sont utilisés dans la communauté scientifique. Voilà. Quand on a un tank, c'est une belle image de tank avec un beau tank en plein milieu, bien cadré, bien net, etc. Donc ça, on peut apprendre une méthode qui va me dire ça, c'est un tank. Si on regarde à droite, c'est plutôt ce qu'on va avoir quand on a des images qui sont faites avec des caméras dans la défense. Voilà. Donc, ça peut voir très, très loin, mais évidemment, la résolution est plus compliquée, ça bouge, il y a souvent des nuages, du brouillard, de la fumée, etc. Donc, le cas d'usage, il faut faire attention quand on va parler de prendre de l'IA et de l'intégrer dans la défense ou même dans les industries en général, hein, parce qu'il y a des choses qui sont à peu près pareilles si on va faire de la pétrochimie, si on va faire de l'industrie, si on va faire de l'automobile, etc. Il y a vraiment l'enjeu de dire « Ah, je sais reconnaître un tank, je sais reconnaître une voiture, je sais reconnaître un vélo, donc je vais pouvoir être utile pour vous. » Il y a une énorme marche en général, quand on va dire entre ce qui marche
dans le laboratoire et ce qui va marcher en vrai. Et en particulier, la grande marge va être la qualité des données, qui va être très différente. Et beaucoup de méthodes ont du mal à s'adapter quand la qualité des données est dégradée. Voilà. Et en défense, en général, la qualité des données est dégradée. Et un deuxième point qu'il faut vraiment appréhender quand on va faire de l'IA de défense, c'est quelque chose que Isabelle avait dit en introduction, c'est qu'il faut aller vite. L'IA, voilà, j'ai parlé de la dernière décennie où il y a eu énormément de changements. Maintenant, on peut même considérer que tous les mois ou tous les 3 mois, il y a des changements assez importants dans l'IA. Des nouvelles méthodes, on trouve des nouvelles choses. La défense n'est pas habituée à des cycles aussi rapides. Voilà. Pour faire un Rafale, le Rafale, donc qui est l'avion de chasse français, le programme Rafale, c'est 30 ans. Dans les années 70, on a commencé à considérer qu'on avait besoin d'un nouvel avion de chasse pour remplacer les Mirages. Donc, c'est dans les années 70. La première mission, c'est dans les années 2000. D'accord? Donc, il y a eu 30 ans entre la conception le lancement du programme et ça. Dans l'IA, et si on peut aller au prochain slide. Attends, Antoine, faut quand même leur rappeler, parce qu'en 70, ils n'étaient pas nés. Oui, moi non plus. C'est-à-dire, et moi non plus d'ailleurs, tiens, c'est sympa. Mais imaginez-vous, en combien de temps, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Ah non. Il n'y avait même pas d'ordinateur personnel. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. Et donc, on a commencé à réfléchir aux avions qui volent encore aujourd'hui, à une époque où on n'avait aucune conscience des technologies qu'on aurait. C'est complètement hallucinant. Non, et c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est complètement hallucinant. Et l'enjeu, c'est qu'évidemment, pour faire voler l'aéronautique, les moteurs supersoniques, etc., des avions, eux, c'est des choses qui prennent le temps long et qui, effectivement, ne changent pas tous les ans. Mais quand on va rentrer dans l'ère du logiciel, évidemment, les changements sont extrêmement rapides. Et donc, si on peut aller au slide d'après, évidemment, cette accélération, elle est en ce moment accélérée beaucoup par la guerre en Ukraine, qui a commencé qui a 3 ans maintenant. En Ukraine, voilà, c'est la une du Time d'il y a quelques mois, qui parlait The First AI War. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, l'Ukraine, évidemment, pour se défendre, doit trouver des manières de dépasser les Russes. Ils ne peuvent pas les dépasser en nombre de matériel, ils en ont moins. Ils ne peuvent pas les dépasser en nombre de soldats, ils en ont moins. La seule manière d'essayer de les dépasser, au moins de tenir à dragée haute, c'est peut-être d'aller plus vite sur les innovations technologiques, parce que c'est peut-être là où ils peuvent avoir un avantage. Et le seul endroit où on peut faire en quelques mois des avancées technologiques rapides, ça ne va pas être de créer un nouvel avion, ça ne va pas être de créer un nouveau porte-avions, c'est de faire des nouveaux logiciels ou de faire des petits appareils qui peuvent être construits rapidement, et c'est les drones. Et c'est pour ça qu'on parle de la première guerre IA. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'IA, il y en a beaucoup, mais c'est surtout que c'est la seule où l'IA et le logiciel, de façon plus générale, peut permettre d'avoir un avantage, parce que c'est ce qui permet d'aller plus vite. Et on parle souvent maintenant de passer de cycle de 30 ans à 30 jours. Et ça, c'est un des grands enjeux actuels de la défense. C'est qu'en fait, comment est-ce qu'une industrie qui est équipée pour travailler à l'échelle de la décennie, voilà, donc effectivement, on saute complètement des choses. On va dire, je lance un programme pour faire un nouveau porte-avions. Voilà, le nouveau porte-avions français qui a été annoncé l'année dernière est censé être livré en 2040. Voilà, donc projetez-vous en 2040. Si vous commencez maintenant, vous serez peut-être sur le porte-avions, vous serez déjà des officiers. Voilà, donc c'est des cycles très très longs. Essayer de prévoir ce que l'IA va être capable de faire en 2040, c'est extrêmement, extrêmement dur. Enfin, Isabelle, je ne sais pas si tu sais, mais moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur ce que va donner l'IA en 2040. Voilà. Et par contre, il faut qu'on s'équipe quand même. Voilà. Et peut-être j'ai un dernier slide, et après on pourra passer à vos questions. Voilà, le dernier slide que je trouve assez intéressant comme parallèle, c'est le parallèle entre l'intelligence artificielle et l'électricité. Et ça, c'est un article que j'ai trouvé qui compare les deux pour la défense, mais en fait, on pourrait le regarder sur beaucoup d'autres industries. Le parallèle a été fait, c'est qu'en fait, à la fin du 19e siècle, enfin même fin du 19e siècle, évidemment, l'électricité est arrivée. Avant, on s'éclairait à la bougie. Avant, on communiquait avec des télégrammes qui utilisaient des fils tordus. Avant, les moteurs étaient à vapeur, etc. Évidemment, l'électricité est arrivée et a changé tout ça, etc. Et en fait, ce que montre cet article, je vous encourage à lire, mais il est un petit peu compliqué, donc c'est peut-être pas la peine, donc je vais vous le résumer en 2 mots. C'est qu'en fait, les pays qui ont été capables d'intégrer l'électricité le plus rapidement sont ceux qui ont eu un avantage à la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc à gauche, c'est la manière dont l'électricité a été utilisée par le gouvernement britannique, pas que pour l'armée, mais de manière générale. Et à droite, c'est en fait le nombre d'unités qui étaient équipées d'électricité entre la Russie et le Royaume-Uni pour la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale a été très, très difficile pour les Russes, puisqu'ils étaient vraiment dépassés au niveau technologique. Et en fait, pourquoi l'IA
ce parallèle est intéressant, c'est-à-dire que l'IA, on ne va pas faire juste un produit IA dans un coin et après tout le reste ne change pas. L'IA peut changer la manière dont on fait de la télécommunication, elle peut changer la manière dont on gère les données, elle peut changer la manière dont on pilote, elle peut gérer la manière dont on va peut-être faire des appareils qui peuvent se piloter eux-mêmes, elle peut gérer la manière dont on va tester les choses. Donc en fait, elle peut intégrer beaucoup. Alors il faut le faire correctement. Et évidemment, ceux qui sont capables de l'intégrer correctement vont sûrement avoir un avantage. Voilà. Et donc on essaie de se tirer aussi dans ces enjeux technologiques des leçons de ce qui a été fait il y a 150 ans pour l'électricité, quand on applique à l'IA. Il y avait des problèmes de fiabilité pour l'électricité, ça explosait, ça mettait le feu. Il y a des problèmes pour l'IA, il faut les gérer. Mais néanmoins, il faut aussi prendre le problème à bras le corps. Voilà. Donc j'aime bien ce parallèle aussi, puisque on est sur une nouvelle avancée technologique, mais il y en a eu dans le passé, et comment est-ce qu'on a pu le gérer? Voilà. Ben, merci Antoine. Alors, première question qui est arrivée dans le chat, comment aller assez vite en Europe? Grâce à Helsinki. Oui, alors Helsing, donc une entreprise européenne. Donc le but est effectivement d'avoir une entreprise et une organisation qui est capable d'avoir cette rapidité. À Helsing, on a recruté beaucoup d'ingénieurs et de chercheurs qui viennent en fait des boîtes de tech américaines. Donc j'étais à Meta, mais on a recruté des gens de Google, des gens qui venaient d'Amazon. Donc il y a et aussi des gens qui venaient de start-up et aussi des gens qui viennent directement d'école d'ailleurs, avec cette vision des gens qui veulent aller vite. Et donc, ce n'est pas forcément des gens qui viennent de la défense d'ailleurs à la base, c'est des gens qui viennent plutôt du logiciel ou de l'IA, mais qui vont s'appliquer à essayer de résoudre des problèmes dans la défense à cette vitesse-là. Donc, c'est clair qu'il faut des nouvelles entreprises pour faire ça, qui peuvent avoir ce mode de réflexion. Après, ce qu'on essaie de faire nous aussi beaucoup, c'est des partenariats avec les entreprises de défense historiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire d'avions de chasse nous-mêmes. D'accord. C'est une entreprise, c'est une expertise qui est quand même spécifique, qu'en France Dassault fait très bien. Donc l'enjeu, c'est pas de faire des avions de chasse, par contre de faire des partenariats pour que la nouvelle version du Rafale, par exemple, puis et de l'IA de pointe qu'on peut leur permettre et leur permettre d'avoir rapidement, alors que eux, ils continuent à faire évidemment ce qu'ils savent faire très bien, c'est-à-dire des avions très performants. Tiens, on peut faire peut-être une petite pause avant de prendre les autres questions, en allant un peu vers les questions qui avaient été posées en préambule sur les compétences. Alors, par exemple, chez Helsing, tu as cité des moyens de recrutement que vous avez. Est-ce que vous recrutez uniquement des gens qui sont, on va dire, très scientifiques, très technologiques, ou est-ce que vous prenez des gens avec des soft skills, des profils un peu variés? Oui, on a des profils très très variés en fait. On doit avoir 400 employés aujourd'hui dans toute l'Europe et des profils très variés. Donc je peux donner quelques exemples pourquoi c'est varié. C'est-à-dire qu'on a des gens effectivement très pointus en IA pour essayer de trouver les nouveaux modèles qui vont nous permettre de faire de la détection, par exemple à partir de satellites le mieux possible. Donc ce sont des gens très pointus en IA. Mais après on a beaucoup d'ingénieurs logiciels, software engineers, puisqu'en fait dans la défense aussi, on ne peut pas arriver avec dire regardez, j'ai fait un modèle d'IA, il est super. Mettez-le. Il faut faire toute l'infrastructure logicielle, l'infrastructure critique de logiciel qui doit pouvoir être intégrée dans des systèmes effectivement extrêmement complexes et importants. Et donc, on a beaucoup d'ingénieurs logiciels très qualifiés, mais il y en a qui sortent directement d'école, il y en a qui sortent de l'Epitech, etc., qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'IA, mais qui sont très bons du logiciel. Donc, ça, c'est un deuxième profil très important pour nous. Un troisième profil, c'est des hybrides qui sont des gens très bricoleurs, en fait. On les appelle les MacGyver chez nous. C'est des gens qui sont capables de prendre des modèles et de les faire marcher aussi sur des petits robots, sur des cartes mères, dans des caméras, etc. Donc on fait beaucoup d'embarqués, puisque la défense, évidemment, tout est embarqué. Et donc on a beaucoup de gens, donc on a des salles entières, ça ressemble vraiment à des caves de Géo trouve tout un petit peu, avec beaucoup de matériel, des câbles, etc. Puisqu'il faut savoir si on peut le faire marcher en vrai, avec les vrais capteurs. Et après, on a de plus en plus de techniciens aussi qui permettent de déployer de tester, d'assembler différentes pièces, etc. Donc ça aussi, c'est des choses assez différentes. Et après, le dernier, un peu moins ingénieur, mais enfin ce qu'on appelle dans la défense chief engineering, ou system engineer, c'est en fait des gens qui sont capables de faire des définitions de concepts, de documentation, de certification. Donc en fait, c'est des ingénieurs qui font pas de code pour le coup, mais qui sont capables en fait de faire une architecture de tout un programme. Et ça, c'est un milieu qui vient plutôt de la défense. Et ça, on en a aussi quelques-uns. Ça vous donne quelques idées. Ok, ben alors justement, tu as parlé de documentation, là on avait une question. Quelles pistes sont envisagées pour la certification d'algorithmes utilisant de l'IA dans l'armement? En amont, le code est généré par l'IA ou en aval si les modèles entraînés sont utilisés? Oui, bah c'est une question excellente. Les pistes, en fait, sont
sont nombreuses. En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi savoir que quand un modèle d'IA est appris, après, on peut aussi le geler. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle a été appris sur un certain ensemble de données. Après, le modèle ne change plus. Donc, en fait, il y a déjà une chose, c'est-à-dire qu'il y a déjà des logiciels qui sont déployés dans la défense, qui sont testés finalement sur des cas d'usage, sur des ensembles, etc., des ensembles d'évaluation. Et donc, en fait, il y a quelque chose qu'il faut vraiment éduquer. On éduque dans la défense, mais en général, c'est-à-dire que le modèle d'IA, quand il est appris et qu'il est fini, il ne bouge plus. Donc, ça, on peut le tester de différentes manières. Il y a des bancs d'évaluation qui sont déjà là. Donc ça sert déjà à tester. Après, on doit aussi arriver avec des nouvelles méthodes pour tester des algorithmes qui sont appris à partir de données, pour faire en particulier du contrôle qualité, plutôt que la certification. C'est-à-dire comment être capable de justifier que ce modèle va être capable de marcher à 95%. Voilà. Et donc ça va passer par des méthodes assez pointues d'échantillonnage statistique qui vont être capables de dire que voilà, il va falloir aller collecter ce type de données. Peut-être que si je fais de la détection d'images satellites, il faut que j'en ai quand il y a des nuages, il faut que j'en ai quand il y a de la neige, il faut que j'en ai quand il fait soleil, etc., pour avoir tous les cas. Et à partir du moment où on peut faire ça. Donc, il y a tout un enjeu statistique sur lequel on travaille beaucoup pour essayer de couvrir un petit peu ça. Et après, derrière, il y a tous les enjeux plus classiques de certification du code lui-même. Et ça, c'est des choses qui sont assez anciennes et sur lesquelles on doit s'appuyer, évidemment. Donc, pour ne pas se faire hacker, de la documentation, beaucoup de transparence, être capable de regarder tout ce qui s'est passé sur le code. Et j'en passe. Voilà. Donc on essaye en fait au maximum, vraiment, et aussi je pense que c'est quelque chose qui est assez général pour l'IA, de vraiment de différencier tout ce qui est nouveau avec l'IA. Et finalement, dans la certification, l'assurance qualité, il ne faut pas tout refaire. En fait. Il y a beaucoup de choses le logiciel n'est pas nouveau. Donc il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Et après, il y a une petite couche qui est supplémentaire parce qu'en fait, on a été appris sur des données et qu'on ne peut peut-être pas tout tester. Et là, évidemment, on va devoir arriver avec des ensembles de tests. Voilà. Alors, il y a une petite question que j'avais laissé passer, qui devait être arrivée au moment où tu parlais, je pense, de l'accélération de la guerre et de l'Ukraine. Bonjour, avez-vous entendu parler du livre C'est Hyper Game? Non, attendez, sans mes lunettes, moi je ne vois rien Hyperarm. du tout. Hyperarm de Ah, Flavien. Hyperarm, oui, ah oui, excusez-moi, de Flavien Chervet, qui traite de ce sujet qui vient de sortir. Donc moi non plus, je suis La désolée. réponse est non, mais du coup, je vais le regarder juste après. Donc, je vous Voilà, remercie pour la on regarde ce que référence. c'est. Merci pour la référence. Quel est le rôle aujourd'hui de l'IA également dans la cybersécurité, notamment dans les virus complexes réalisés par des IA génératives performantes? Oui, alors ça, c'est un domaine, c'est un domaine où l'IA est extrêmement recherché. C'est un domaine qu'à Helsing, on ne traite pas, nous. C'est pas un des champs sur lequel on travaille. Donc, je vais aussi je préfère parler de ce que je connais, mais en tout cas, l'enjeu actuel est effectivement, et là en France, pour le coup, on est très bien doté avec le ComCyber, qui est le commandant de la cyberdéfense, qui est quelque chose qui a été créé il y a assez longtemps et qui s'appuie vraiment sur les talents français en informatique et en maths, qui recrutent d'ailleurs beaucoup, et je vous engage à regarder si c'est des choses qui vous intéressent, parce qu'ils sont vraiment extrêmement bons. Et en fait, là, l'enjeu, c'est de voir est-ce que en fait, on peut faire des attaques plus performantes, mais je pense que ce qui fait craindre les spécialistes plutôt, c'est qu'en fait, c'est plus facile de générer des attaques. Donc, il y a les attaques les plus sophistiquées, je pense qu'ils pensent qu'elles ne sont pas forcément encore faites par des IA. Par contre, c'est plus facile pour un hacker, je dirais moyen, de devenir bon, puisqu'en fait, il peut utiliser les méthodes. Donc, ce n'est pas forcément des menaces plus compliquées, c'est qu'il y a une multiplication et que du coup, ça prend plus de temps. Et que du coup, évidemment, il y a un risque d'être un peu submergé là-dedans. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Là, mais après, il y a aussi des enjeux que, évidemment, pour la défense, pour la défense contre les cyberattaques, on a aussi accès aux IA génératives. Donc, en fait, on peut aussi générer le poison et l'antidote avec les mêmes méthodes. Donc ça, c'est assez important pour eux. Ouais, je pense qu'il faut pas que les gens oublient que dans ce qui est en cybersécurité, c'est toujours un jeu à deux joueurs. Les attaquants progressent, il y a des nouveaux virus ou des nouvelles attaques, et puis les défenseurs progressent et utilisent les mêmes outils pour les contrer. Et on recommence. C'est pour ça que si vous prenez l'exemple des virus, bah, vous avez des nouvelles versions de vos antivirus qui Exactement. prennent en compte ce qui est connu sur les sur les virus qui n'étaient pas gérés il y a 2-3 jours avant. Et donc vous avez ce jeu continuel. Et comme l'a dit Antoine, eh bien l'IA, elle est aussi présente du côté des défenseurs. Alors, ici, une question sur l'open source. Dis donc, on a des spécialistes en ligne. Un certain nombre d'avancées en deep learning sont issues de la communauté open source. Est-ce que l'industrie de la défense européenne investit cet espace de recherche, ouverture des Ouais, données, etc.? ouais, excellente question. Oui, effectivement, c'est pointu.
Alors, l'open source de la défense, évidemment, c'est quelque chose qui est un petit peu complexe, puisque on travaille souvent sur des sujets et sur des données qui ne sont pas en domaine ouvert, mais qui ne sont même pas visibles par n'importe qui. Donc, il faut avoir souvent la bonne nationalité, le bon passeport, en général aussi aller dans des locaux spécialisés ou avoir des locaux spécialisés, ce qui rend d'ailleurs le travail d'IA un peu plus compliqué, puisqu'en fait, on ne peut pas tout télécharger sur sa machine et tout faire. Il faut souvent, donc là, il y a comment aller vite dans des environnements contraints, ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc évidemment, open sourcer les modèles est plus compliqué. Néanmoins, deux choses. Un, la défense se sert énormément de l'open source. Donc en fait, si jamais il n'y a plus d'open source en code ou en IA, c'est un problème pour la défense, puisqu'en fait, ça va ralentir. C'est-à-dire que si jamais on peut utiliser des modèles qui sont open source, ça nous évite d'avoir à les réapprendre, ce qui est quand même très compliqué. Donc déjà, un ralentissement de l'open source général serait en fait problématique pour la défense, mais plutôt parce qu'on est des utilisateurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quand même des volontés de la défense, effectivement, d'aider à l'innovation et à l'open source en créant des jeux de données spécifiques qui ne sont pas les vraies données, mais des jeux de données spécifiques qui permettent à des nouvelles entreprises ou à des laboratoires de recherche de travailler sur des problèmes qui sont similaires. Donc, ce n'est pas les vrais problèmes, c'est des problèmes similaires. C'est quelque chose que fait par exemple l'Agence d'innovation de défense, l'AID en France, ou l'AMIAD, l'Agence interministérielle pour l'IA de défense, qui ont le rôle, un, évidemment, d'équiper les armées avec de l'IA de pointe, mais deux, et je pense que tu les connais, l'AMIAD, Isabelle, ils ont aussi un campus, sur le campus de Polytechnique à Palaiseau, sur lequel ils s'ouvrent sur la recherche académique. Et donc, par ce biais-là, en fait, ils ne vont pas donner les données qui sont vraiment utilisées. Par contre, ils vont dire, ben voilà, ce type de données, c'est très important pour nous, donc on va générer des données qui ressemblent. Comme ça, vous pouvez travailler et potentiellement, ils peuvent faire de sa recherche pour leur vrai sujet. Mais en l'open source direct, ce qui est fait en défense, clairement, ce n'est pas possible. Peut-être pour nos lycéens et collégiens qui sont un peu moins spécialistes, rappeler bêtement ce que c'est que l'open source et pourquoi il y a une question code versus données en IA, Oui, juste en alors, 3 minutes avec des mots simples. ouais, l'open source, déjà, c'est licence ouverte en français, donc on peut le dire en français. Donc, en fait, l'open source, c'est quelque chose qui a été créé au début du logiciel. Ça veut dire qu'en fait, des programmeurs vont créer un logiciel et ils vont le mettre à disposition de tout le monde gratuitement. Okay. Donc, il va y avoir des licences. Alors, il y a différents types de licences, on ne va pas regarder, mais en général, quand on est open source, ça veut dire que voilà, mon code est disponible, je le mets sur Internet. Maintenant, c'est souvent sur un site qui s'appelle GitHub, par exemple. Et vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Donc, souvent, les gens vont dire, il y a deux types, soit vous pouvez l'utiliser pour faire juste de la recherche, ou des gens pourraient dire, vous pouvez l'utiliser même pour faire des entreprises, faire des choses avec vous. C'est l'open source. Et l'essor de l'informatique a été basé sur l'open source. Beaucoup des outils qui sont dans vos machines, dans vos téléphones, dans vos trucs, sont faits à base d'open source et seuls sont open source. Donc, ça a été vraiment très important. Dans l'IA, évidemment, l'IA fait beaucoup d'open source qui sert à apprendre des modèles. Le framework d'IA le plus connu qui sert à apprendre des modèles d'IA actuellement s'appelle PyTorch, qui est basé sur Python et qui est entièrement open source. Donc, ça veut dire que tout le monde peut bénéficier de ça pour apprendre ces méthodes. Donc, ça, c'est très bien. Après, il y a un autre enjeu, c'est-à-dire qu'en IA, évidemment, on a souvent du code qui permet d'apprendre des modèles et après, on a le modèle qui est capable de réaliser la tâche. Et effectivement, tout l'enjeu actuellement, c'est de dire, est-ce que les modèles sont open source? Par exemple, est-ce que quand Mistral dit qu'ils mettent leur code, leur modèle en open source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les gens vont pouvoir télécharger et faire ce qu'ils veulent avec, quelque chose qui est capable de générer du texte comme un modèle de langue. Voilà. Mais ils ne vont pas donner le code qui permet d'apprendre le modèle. Donc, en fait, aujourd'hui, mais en gros, open source en général, ça veut dire je mets à disposition de n'importe qui ce qu'on a fait gratuitement. Voilà. Et c'est ce qui a fait l'essor, par exemple, de Linux et tous les outils que vous avez à disposition aujourd'hui. Voilà. Alors, les moyens que vous déployez grâce à l'IA permettent-ils déjà d'égaler les performances de soldats humains? Excellente question. Alors, ça, c'est une question. La comparaison à l'humain en défense ou pas défense, c'est toujours une comparaison que tout le monde se pose. Je trouve que c'est une question qui est en général mal posée, puisqu'en fait, de manière absolue, c'est difficile de répondre et la réponse est non. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on est capable de remplacer un humain un pour un par une IA? Non. Donc, et je pense que si on est dans le médical, ou si on va dans le transport, ou si on va dans autre chose, est-ce qu'on peut faire du un pour un? Non. Par contre, est-ce qu'il y a certains types de tâches pour lesquelles l'humain peut être augmenté par des capacités d'IA? Oui. Et vous n'allez pas être surpris, c'est des choses qui reviennent souvent. Beaucoup l'analyse d'images. Donc, en fait, l'analyse d'images satellites, l'image satellite, c'est des images énormes
où les objets font vraiment quelques pixels, vraiment des images qui peuvent couvrir le sol de votre chambre avec quelques pixels. Là, l'IA a un avantage, puisque la reconnaissance d'objets marche très bien. Et donc, oui, les analystes d'images satellites sont beaucoup aidés par l'IA maintenant, qui peut détecter des objets très très bien. Donc oui, là, on peut dire qu'il y a des performances égalées. Il y a aussi des choses dans la reconnaissance des signaux radars, d'être capable d'identifier qu'un radar est... Il y a quelque chose qui est très important en radar, c'est de savoir qui vous voit. Donc un radar, c'est quelque chose avec des ondes électromagnétiques qui essaie de regarder autour d'eux pour chercher par exemple des avions. C'est quand même le but. Et donc quand on est dans un avion, en permanence, on veut savoir quels sont les radars qui nous voient, puisque si jamais c'est un radar ennemi et qu'on est dans un avion de chasse, on veut faire quelque chose, s'en aller, faire du brouillage, etc. Donc c'est hyper important. Ça, c'est des choses qui sont impossibles à faire par des humains, puisqu'en fait, quand on a détecté un radar et qu'on va le brouiller, ça doit se faire en quelques millisecondes. Donc, on ne peut pas avoir un analyste qui va regarder les choses. Donc, la rapidité avec laquelle on doit être capable de détecter que c'est un radar ennemi doit être fait par le logiciel. Ça a été fait par le logiciel classique et maintenant, c'est fait par des logiciels d'IA. Donc, il y a des cas très spécifiques pour lesquels, effectivement, on peut égaler, voire surpasser les capacités humaines, mais en généralité, pas du tout. Je vais en profiter pour te poser une question qui avait été mise dans les inscriptions, pour laquelle je pense que la réponse sera à peu près similaire. C'était est-ce que dans d'autres pays, les robots ont déjà remplacé les humains? Et Ouais, c'est j'imagine pareil. que la réponse, elle est, voilà, elle est assez La réponse est équivalente. oui et non, mais en général non. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'un robot aspirateur a remplacé un humain qui est en train de passer aspirateur? Voilà, donc encore sur certaines tâches, oui, mais pour l'instant, la réponse est largement, largement non. Mais par exemple, il y a quand même aussi des moments dans lesquels c'est intéressant, par exemple, s'il y a un incident chimique ou nucléaire, d'envoyer un robot à la place d'un humain. Ouais, alors moi, la réponse à laquelle je répondais, c'est est-ce que c'est fait? Si ta réponse est est-ce que c'est souhaitable? Oui, je pense que dans certaines cas, et même quand on va dans des contextes de défense où il y a quand même des endroits qui sont quand même très dangereux, qui sont exposés, voilà, même on regardait avec, on discute évidemment avec beaucoup de soldats dans toute l'Europe, et il y a quelque chose qui est très compliqué, c'est de rapatrier les blessés du front. Voilà, parce qu'en fait, un blessé, voilà, c'est quelque chose qui est urgent, c'est quelque chose qui est stressant, c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est quelque chose qui est lourd aussi. Enfin, souvent, pour porter un brancard d'un blessé, il faut 4 personnes. D'accord? Parce qu'ils ne peuvent pas, à deux, c'est trop lourd. Et tout, donc, il y a un brancard, mais il y a 4 personnes qui sont autour. Donc, ça veut dire que pour amener un blessé, souvent à plusieurs kilomètres, il va falloir mobiliser 4 personnes. Voilà. Qui vont être stressés, qui vont être avec leurs copains, qui ne va pas bien, etc. Donc, c'est quand même des situations très, très difficiles. Et là, effectivement, si on pouvait avoir des plateformes robotiques qui peuvent ramener les gens du front plus rapidement pour qu'ils puissent se faire traiter, c'est quelque chose, je pense, que tout le monde voudrait. Mais on n'est pas encore capable de le faire. Alors merci, on va revenir à des questions peut-être un peu plus sur l'avenir des collégiens et des lycéens. On a une question, quels outils IA pourrait-on utiliser avec nos élèves de collège, surtout pour les élèves en difficulté? Je ne sais pas si tu sais répondre à ça. C'est une question très générale qui est plus dans le monde de la défense. Ah, ah bah voilà, votre question a déconnecté Antoine. Ah, je crois que je suis de retour. Oui, voilà. Donc je disais que cette question très très violente t'avait déconnecté. Ah, quels outils d'IA pourraient être utilisés avec nos élèves de collège, surtout pour les... Ah, nous avons à nouveau une panne. Alors je vais essayer de meubler en attendant qu'Antoine puisse se reconnecter. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait dans son champ dans son champ de compétences. En tout cas, ça sort de la défense. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont aujourd'hui en cours de développement, en cours de test, par diverses, à la fois administrations et puis projets de recherche. On n'est pas spécialiste du domaine du tout en termes d'outils prêts à l'emploi aujourd'hui, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on en voit passer beaucoup en termes de projets de recherche qui seront mis sur le marché dans quelques années. Mais par contre, aujourd'hui, je peux pas encore enfin, moi, je ne connais pas d'outils spécialement adaptés à l'aide aux collèges en difficulté que je pourrais vous conseiller. Je sais qu'il y en a, je sais qu'il y a de la recherche en amont, je sais que ça s'améliore de jour en jour, mais je n'ai pas de conseils particuliers à vous donner sur le domaine.
Et je ne sais pas si Antoine est plus spécialiste que moi là-dessus. Non, et d'ailleurs, ça a effectivement déconnecté ma connexion, j'ai changé d'endroit. Non, je suis un peu comme toi, c'est pas un domaine que je maîtrise assez pour donner des bons conseils. Ce qui est sûr, c'est qu'il commence à y en avoir. Donc, en cherchant un peu plus largement, vous devez pouvoir trouver ça. Si on reprend un peu dans les questions assez générales qui avaient été posées au départ, par exemple sur l'impact de l'IA sur les types d'études ou les types de métiers, est-ce que tu aurais des recommandations à faire pour les jeunes qui aujourd'hui veulent s'intéressent à l'IA, se posent des Ouais. questions, hésitent, j'y vais pas, comment j'y vais? Ouais, moi j'ai un fils en troisième, donc évidemment c'est des questions qui sont aussi assez pertinentes chez nous. Non, je pense que l'IA fait partie du futur. Ok, donc je sais pas, j'y vais pas. Je pense que c'est comme si on dit est-ce qu'il faudrait que je regarde les ordinateurs ou pas. Je veux dire, c'est pas une question, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment appréhender ces outils. Et surtout, je pense que ce qui est plus important, c'est que c'est des outils qui sont pas encore matures et qui vont évoluer énormément. Et donc, en fait, je pense que de manière plus générale, c'est comment est-ce que je peux me mettre en position d'être capable d'arriver à gérer les avancées et les changements qui vont être faits. Donc, pour ça, c'est quelles sont les bases qui permettent de raisonner vis-à-vis et d'avoir un peu de recul vis-à-vis des nouveaux outils de ça, plutôt que de se jeter sur, OK, ben, il y a une nouvelle version, et ça, c'est ça, parce qu'en fait, il y a 6 mois après, il y aura une nouvelle version, et 6 mois après, il y aura une nouvelle version. Il faut être clair avec ça. Donc, moi, je pense qu'il faut des bases assez claires. Moi, j'aime bien le code et les maths. C'est quand même des bases de raisonnement qui sont quand même assez bonnes. Je pense qu'il faut beaucoup de sens critique. J'ai entendu la dernière partie de l'interview avec Joël Barral. Et je pense que c'est ça. Il faut aussi être capable de prendre du recul vis-à-vis des nouvelles annonces. En ce moment, l'IA, c'est aussi beaucoup une guerre d'investissement extrêmement important dans lequel il y a beaucoup de guerres médiatiques et de communication. En particulier entre des pays qui sont la Chine et les États-Unis. Voilà. Donc en fait, même si ça ne nous concerne pas en direct sur certaines choses, évidemment, on est pris un peu dans le tumulte ambiant. Des investissements de milliards, de centaines de milliards, des nouveaux modèles, des DeepSeek, des machins, etc. Avec ça, en fait, au jour le jour, ce n'est pas des changements fondamentaux dans la vie de tous les jours qui sont drivés à la semaine. Mais être capable d'appréhender et de savoir, d'avoir un peu une vision de est-ce que c'est vraiment une différence pour moi, ça va être, je pense, très important dans le futur parce qu'il va y avoir toujours ces enjeux-là. Donc, au niveau des études, je pense que c'est important d'avoir des bases scientifiques. Donc, j'ai parlé du code et des maths. Pourquoi les bases scientifiques? Parce que c'est aussi l'école qui apprend à raisonner, à chercher les sources et à creuser un petit peu. Je pense que c'est assez important. Et après, je pense qu'il faut aussi pousser son pouvoir créatif, parce que ces outils qui vont amener beaucoup de créativité, qui vont faciliter beaucoup la créativité, parce qu'en fait, elles permettent de générer beaucoup de code, d'images, de storyboard, etc. Et je pense qu'en fait, les créatifs qui sont capables d'appréhender ces outils vont être, à mon avis, aussi avoir des opportunités super intéressantes. Juste avec une petite remarque, parce que j'étais en Lettonie hier, bon, voilà, le pays qui est important pour la défense actuellement, les pays baltes. Et là-bas, il y a une de leurs stars actuelles, c'est quelqu'un qui a fait un film d'animation qui s'appelle Flow, qui est l'histoire d'un petit chat, que je recommande, qui est extrêmement bien. Film d'animation sur un chat, il n'y a quasiment pas de parole. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, il a fait avec une équipe réduite, mais avant, il avait fait un film d'animation tout seul, avec des outils modernes, en particulier l'IA, etc., qui est aussi excellent. Et en fait, qui lui permet. Et Flo a gagné l'Oscar, ou je pense, ou un Golden Globe du meilleur. Et c'est un réalisateur laiton que personne ne connaissait. Et pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'en fait, il est très très bon sur la nouvelle technologie. Il a un pouvoir créatif énorme. Hein. Le film est super beau, super joli, super créatif. Mais grâce aux nouvelles technologies, il a réussi à percer hyper vite. Voilà. Et donc, je pense que il ne faut pas dire que l'essor de l'IA va être l'arrêt de la créativité. Et ceux qui sont capables d'avoir ces outils et pour faire parler leur créativité, à mon avis, on pourra faire des choses vraiment magnifiques. Alors là, si je reformule, tu nous as dit deux choses. Tu nous as dit que si on voulait faire de l'IA vraiment pour pour être créateur d'IA, il fallait avoir des bases scientifiques. Mais tu nous avais aussi dit que tous les autres métiers vont pouvoir évoluer et intégrer de l'IA. Ouais. Ah oui, je Et pense. donc là, c'est peut-être pas tout à fait le même point de vue, mais c'est aussi une ouverture pour tous les gens qui se posent des questions, parce qu'on avait aussi des questions dans le est-ce que de nouveaux emplois vont être créés? Est-ce que des emplois vont disparaître? Et en fait, la réponse, c'est tout est en mouvement. Ouais. Et je pense que ça ne sera pas un jour, on va dire, on ferme tel métier ou on ouvre tel métier. Je pense qu'en fait, il va y avoir des améliorations, il va y avoir des transitions. Et je pense que même à l'intérieur d'un emploi,
ce qu'on fait au jour le jour va changer. C'est-à-dire que peut-être qu'on passait 80% du temps à écrire des rapports, peut-être qu'on va passer 20% du temps à écrire des rapports, 80% à penser ce qu'on va mettre dans le rapport. Voilà. Et peut-être que le job reste. Et voilà. Et moi, j'encourage vraiment à être. Ouais, tu l'as dit, il faut être en mouvement. Je pense qu'il faut être en Alors, on mouvement. a une question là. Donc, maths, code et créativité, mais comment exprime-t-on sa créativité quand on travaille dans une entreprise comme Helsink? Ouais, alors, bah, ouais, alors j'ai pas dit que tous les enjeux étaient ça, mais dans une entreprise comme Helsing, il y a beaucoup de créativité aussi, puisqu'en fait, nous, on n'arrive pas avec une feuille de route qui nous a été donnée en disant, bon ben voilà, en fait, il y a ce problème à résoudre, vous allez le résoudre comme ça. Il y a deux types de créativité qu'il faut trouver. C'est quels sont les problèmes aujourd'hui sur lesquels Helsing peut être pertinent pour la défense. C'est pas très clair. Hein, parce qu'on peut ouvrir un livre, on va dire, bah, regarde, voilà, il y a 50 000 options. Hein. Donc, comment est-ce qu'on choisit la bonne? Ça, déjà, il faut avoir une connaissance assez pointue de ce qui est possible de faire, mais aussi être créatif. On pourrait faire ça. Et deux, quand on a un problème à résoudre, par exemple ces nouveaux radars, les radars qui sont compliqués, comment résoudre le problème? Il y a aussi beaucoup de créativité. Est-ce que j'utilise telle méthode, telle méthode, telle méthode? Comment je les combine ensemble, etc. Donc non, il y a beaucoup de créativité dans trouver les problèmes et les résoudre. Et d'ailleurs, de base, les maths, surtout quand on a des maths assez poussées, sont finalement très très proches de l'art et de la créativité. Il y a beaucoup de choses dans la démonstration mathématique qui sont très très intuitives, et les très bons mathématiciens sont des gens qui sont pas forcément très cartésiens, mais qui sont très créatifs en fait. Donc il y a beaucoup de ponts en fait entre ces choses-là. Si j'essaie de résumer, enfin de ramener au propos introductif d'Antoine, peut-être que se dire aujourd'hui comment un petit pays comme l'Ukraine pourrait résister, ou en tout cas pourrait ne pas crouler tout de suite contre la Russie, ça demande un petit peu de créativité quand même. Ouais. C'est pas immédiat. Créativité, Existe, courage. existe-t-il des formations spécifiques en IA pour les enseignants en collège? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense à voilà, toutes ces questions-là, c'est un peu hors de notre scope, mais encore une fois, je pense avoir entendu des annonces à ce sujet-là, mais des annonces à venir. Enfin, des annonces à venir, des annonces qui ont été faites pour des formations à venir. Mais encore une fois, je vous invite à vous rapprocher de votre ministère de tutelle parce que là, on va dire des bêtises. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Sinon, je pioche dans la liste des questions qui avaient été posées par avance. Ah mais si, il y a quelqu'un qui pose une question, là je vois sur le côté Escape Appetite. Je peux choisir des questions moi aussi pas? Normalement, je les ai toutes faites. J'en ai oublié une? Non, il y avait Escape Appetite, une école adaptée afin de s'orienter dans l'IA, et je Ah voulais ben, dire j'ai oui. pas vu, oui. Je voulais dire Ouais, oui. vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, l'Epita est une école excellente pour s'orienter dans l'IA. Donc, Est-ce que quel est l'avenir de l'IA dans la défense européenne alors que la production de puces dépend quasi exclusivement hors ASM Alors ASMR, attendez, parce que ouais, dis là donc, on va devoir décoder pour les lycéens d'abord avant de oui, poser la oui, question. alors, oui, c'est Donc, vrai que. Donc, alors, donc je pense que c'est pas ASM, c'est ASML. Donc, en fait, pour décoder un petit peu, donc là, on rentre dans la géopolitique plus. Actuellement, les IA les plus performantes, les plus grosses, sont apprises sur ce que j'ai dit au début des GPU. D'accord? C'est ces types de processeurs spécifiques pour apprendre les IA. Les GPU sont fabriqués par, en gros, une seule entreprise dans le monde, enfin conçus par une seule entreprise dans le monde actuellement, c'est Nvidia, qui est pas loin d'être l'entreprise la plus chère du monde actuellement grâce à ça, qui est une entreprise américaine, mais Nvidia fabrique entièrement ses puces sur l'île de Taïwan. Okay, parce que c'est là où il y a la meilleure entreprise, les meilleures machines, les meilleurs fabricants pour faire ça, dans une entreprise qui s'appelle TSMC, qui fabrique les cartes. Donc Nvidia conçoit les cartes, TSMC Taïwan fabrique les cartes. Et tout le monde achète Nvidia et tout le monde donc achète des choses qui sont produites à Taïwan. D'où l'enjeu, Taïwan étant proche de la Chine, et il y a un contentieux entre la Chine et la Taïwan qui est quelque chose qui est très important sur les enjeux géopolitiques actuellement pour cette raison. Juste pour aller sur ASM, ASML, puisque ça a été mentionné, ASML, c'est une entreprise européenne, c'est pour ça que c'est mentionné, qui est basée en Hollande et qui fabrique des machines qui servent à fabriquer les cartes. Donc, si on rejoint la chaîne, ASML fabrique des machines qui sont envoyées à Taïwan, où Taïwan, il y a des usines où on fabrique les cartes, et les cartes qui sont designées par Nvidia, etc. Donc, c'est pour ça qu'ASML est effectivement une entreprise très importante, aussi pas loin d'être l'entreprise la plus chère européenne. Et ces machines sont absolument démentes. Elles coûtent plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros d'ailleurs. Elles sont envoyées par 4 Boeing
747, enfin, bref, vous pouvez regarder, c'est un truc de dingue. Bref, donc ça, c'est un peu la chaîne. Donc après, évidemment, l'enjeu, quand on est en Europe, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un accès pour ces cartes-là, sachant qu'elles sont faites par une entreprise américaine et fabriquées en Asie, et qu'en fait, en Europe, on n'a pas de production locale de ces cartes-là, qui sont, comme j'ai dit au début, la brique de base pour apprendre les IA. Et ben effectivement, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Les pistes actuelles sont doubles. Un, c'est d'être capable, en fait, on est en Europe, on peut en acheter. Donc, en fait, il y a un achat. Il y a même des annonces actuellement pour le sommet de l'IA sur des achats très importants de ces cartes pour les rapatrier. Et quand on les a, on les garde. Voilà. Est-ce qu'on peut compétitionner avec les montants qui sont faits aux États-Unis? Non. Est-ce qu'on a besoin d'autant de cartes et d'investissements? C'est pas sûr non plus. Donc, il y a aussi de la créativité pour trouver des méthodes qui permettent d'apprendre avec moins de cartes. Et ça, c'est aussi quelque chose, une piste de recherche qui est très importante. Des IA frugales, des IA efficaces, etc. Mais la première piste, c'est quand même d'essayer d'en acheter. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'embargo. Donc, pour en acheter, on en achète de plus en plus. PSL en a, en France, on en a, Jean en a. On va en avoir plus. Le CNRS, c'est la première piste. Et la deuxième piste, c'est la recherche sur les nouveaux types d'ordinateurs, les nouveaux types de puces, pour être capable, en fait, de s'abstraire de cette dépendance à un seul fabricant mondial, qui est NVIDIA, qui est quand même une dépendance extrêmement, extrêmement compliquée. Donc, il y a de la recherche en Europe aussi sur de nouveaux types de processeurs pour arriver à casser un petit peu cette chaîne de dépendance. Mais malheureusement, ce n'est pas des recherches qui vont aboutir dans l'année prochaine. C'est plutôt des recherches à 5 à 10 ans. Et donc, il faut arriver à avoir des manières de continuer à avancer en attendant que ces nouvelles cartes soient designées. Voilà. Et donc, on peut commenter ce que tu viens de dire en disant que vous avez bien noté qu'on a aussi besoin, pour être fort en IA, d'être fort en géopolitique, en économie. Et donc, il y a place pour tout le monde. De plus en plus, tout à fait. Alors, on a des questions qui arrivent là. Est-ce que DeepSeek pourrait permettre le développement de GPU plus performants que ceux d'NVIDIA? DeepSeek fabrique. Non, alors pas clair. Non, DeepSeek utilise des GPU. Par contre, donc non. Par contre, DeepSeek montre qu'on peut apprendre des IA très performantes avec moins de capacité de calcul que ce qui avait été fait par le passé. Donc, c'est des pistes pour dire on peut être plus efficace. Après, il y a des chiffres qui tournent sur Internet, comme quoi ils utilisent 6 millions. Enfin, les gens qui suivent, qui disent qu'ils ont appris avec 6 millions de dollars, ça c'est faux. En tout cas, c'est une très grosse simplification. Ils ont appris avec environ à peu près 100 fois plus que ça. Mais c'est quand même beaucoup moins que des montants qui ont été annoncés avant. Voilà. Donc oui, les pistes, c'est plutôt, on peut apprendre des IA avec moins d'argent que prévu. Et donc, on va prendre une dernière question qui est très générale pour la conclusion. Quand on s'intéresse à l'IA, on peut vite avoir l'impression que tout va trop vite et qu'on n'arrivera jamais à suivre. Comment peut-on faire? Ouais, ça c'est une excellente... Je ne sais même pas si c'est une question, c'est plutôt même une réflexion. Je pense que c'est vrai, il y a un vertige. Et c'est pour ça que j'essaie de dire à un moment qu'il faut essayer de garder un petit peu la tête froide. Je pense en particulier en ce moment les étudiants qui sont en thèse en IA. Donc en thèse, c'est après le master, quand on fait vraiment, donc on commence une carrière de chercheur dans l'IA. Et Isabelle connaît bien. C'est compliqué de faire des thèses en IA puisque toutes les 3 semaines, ou tous les mois, ou tous les 6 mois, on peut avoir l'impression que toutes ces recherches sont mises à l'eau parce qu'il y a un nouveau modèle qui sort, etc. Donc c'est difficile pour ces gens-là, mais c'est difficile en général. Je pense que il faut vraiment, c'est quelque chose qu'a dit Isabelle un petit peu avant, il faut séparer deux choses. Les gens qui veulent construire les nouvelles IA. Donc là, effectivement, c'est extrêmement compétitif, extrêmement intense, extrêmement rapide. Si on va être en compétition avec OpenAI, avec DeepSeek, avec je ne sais pas quoi, effectivement, c'est très, très compétitif. Et là, il faut être à fond et c'est très intense. Après, il y a aussi les gens qui font tout autour, en fait, qui vont servir de l'IA. Et là, je pense qu'on n'est pas obligé de sauter sur GPT-3, GPT 4.5, la mode 3.1, la mode 3.2, la mode 3.4, DeepSeek 1, DeepSeek 2, DeepSeek 3, etc. Je pense qu'il faut avoir plutôt une vision un peu de ces outils-là. Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Après, les changements ne sont pas radicaux entre une version et une autre. Et de dire, OK, bon, ben voilà, ça me sert un petit peu à aller plus vite sur certaines parties de mon travail, mais ça ne change pas tout. Et je vais continuer mon travail. Donc, être à l'écoute, mais pas forcément se dire, je dois tout changer toutes les semaines parce qu'il y a une nouvelle app qui sort. Je pense que ce n'est pas encore nécessaire. Et je pense que ça ne sera jamais. Merci. Et donc, la question de la fin, est-ce que tu as des ressources de lecture à conseiller? Tiens, c'est une bonne question. Non, moi, alors vu que ça a parlé de géopolitique, il y a un livre que je recommande vraiment, mais qui est un peu pointu, mais qui est vraiment, vraiment super, qui s'appelle Chip War. Chip War, C-H-I-P War. Je pense qu'il est traduit en français, la guerre des processeurs, c'est un livre américain.
c'est sur toute l'histoire des semi-conducteurs et des microprocesseurs. Donc, c'est pas juste ce que j'ai dit à la fin sur NVIDIA, ça commence vraiment la création des semi-conducteurs. Et comment, en fait, ils sont dans vos téléphones, ils sont dans les ordinateurs, ils sont partout, comment, en fait, ils ont été extrêmement importants dans le développement technologique des dernières 50 dernières années. C'est un livre fascinant, vraiment excellent, qui a été élu meilleur livre économique ou je sais pas quoi de l'année dernière, et qui se lit très bien. Donc vraiment, celui-là, je le recommande énormément. Et après, sur des lectures IA, moi, je recommande quand même de lire les articles, ceux qui sont intéressés par l'IA, et c'est aussi un peu pointu, mais les articles des modèles de langue qui sont appris. Donc, l'article de Lama 3.1. Lama est un modèle de langue fait par Meta. Ils ont publié un gros article sur comment il a appris. DeepSeek a publié un gros article sur comment ils ont été appris. Et en fait, c'est quand même des mines d'informations qui permettent vraiment un peu d'ouvrir un petit peu derrière et de regarder vraiment comment c'est fait. Donc, quand ces articles sont sortis, je pense que c'est cela, plutôt que de lire les blogs ou tous les tweets, etc. Là, on a vraiment beaucoup d'impression qu'il y a beaucoup de choses. Quand on lit les articles, en fait, on peut aller un peu dans le fond des choses. Et quand des entreprises publient leurs recherches, il faut vraiment les saluer et je pense que c'est une très bonne ressource. Voilà. Mais Cheapware, super bouquin. Merci beaucoup, c'est une très bonne recommandation. Et moi, je me permettrai de terminer en disant, surtout, vous lisez ce que vous voulez, mais il y a une offre pléthorique. Et donc, vérifiez bien les sources, comme toujours, qui a écrit et d'où ça vient. C'est comme pour les images, il faut faire attention. Alors, merci à tous. D'abord, merci Antoine d'avoir nous avoir consacré une partie de ton samedi matin. Merci à tous ceux qui étaient en ligne avec nous. Et puis, je vous rappelle la suite. Donc, nous aurons mercredi prochain à 14 h Alexandra Bensamoud qui nous parlera de droit et en particulier de tout ce qui est lié au droit justement sur la créativité, au droit des auteurs, etc. Et puis ensuite, Yann Lequin, comme Antoine vient de le rappeler, qui est l'un des pères du deep learning. Et puis ensuite, nous terminerons en vous indiquant, enfin vous faisant l'annonce du challenge que nous allons lancer entre les différents lycéens auxquels vous pourrez participer. Et j'espère que vous inscrirez à cette compétition pour voir ce que vous savez faire avec de l'IA. Donc merci à tous et puis donc à mercredi prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.